Yuji Itadori Prime est probablement l'exorciste le plus puissant n'ayant jamais existé. Les retrouvailles entre Yuji et Mahito nous montrent à quel point Itadori n'a plus rien à voir avec le Yuji que Mahito a rencontré. Sa puissance est hors du commun, il est capable d'envoyer des slashs dans toutes les directions sans même sortir ses mains de ses poches. Maru et Yuji sont en train d'élaborer un plan pour changer le monde à jamais. Une nouvelle société sans énergie occulte est sur le point de voir le jour, permettant enfin la réalisation du rêve de Gojo Satoru. Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos de Jujutsu Kaisen Modulo. On va parler ensemble des chapitres 21, 22 et 23 qui étaient riches en informations. Yuji a littéralement humilié Mahito. Il semblerait qu'il soit vraiment l'exorciste le plus puissant de l'histoire. Dabura développe une extension du territoire face à Makora. C'est vraiment la définition du génie dans Jujutsu Kaisen. Maru et Yuji veulent supprimer l'énergie occulte et provoquer l'éradication des fléaux, réalisant ainsi le rêve de Yuki Tsukumo. Une nouvelle société est sur le point de voir le jour. Mais qu'est-ce que ça signifie? C'est la fin de l'exorcisme? Est-ce que les Simuréens et les humains pourront enfin vivre en harmonie? Est-ce que Yuji Prime est définitivement plus puissant que Gojo et Sukuna? Eh bien, c'est à ces questions qu'on va répondre dans cette vidéo. Comme d'habitude la team, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Le chapitre 21 de Modulo commence avec un flashback. Quand les chapitres commencent avec des flashbacks, c'est jamais bon signe. Je suis toujours traumatisé du chapitre 236, oui. Lors du dernier chapitre, Tsurugi était sur le point d'infliger le coup de grâce à Maru. Mais juste avant de porter son coup, il a une réminiscence. C'est un flashback concernant Tsurugi et Maki. Maki explique à Tsurugi qu'elle et lui sont très similaires. Et parce qu'ils sont similaires, Maki demande à Tsurugi de faire attention dans sa quête de puissance. Elle lui explique qu'un des moyens pour gagner de la puissance est de perdre quelque chose qui nous est cher. Maki, larmes aux yeux, raconte qu'il y a longtemps, elle avait une sœur. Grâce au sacrifice de Mai, Maki est devenue puissante. Mais elle explique à Tsurugi qu'il ne se passe pas un jour sans qu'elle imagine un futur où sa sœur est en vie. Encore une fois, Akutami nous montre la constance dans son écriture. Le principal Yaga disait qu'aucun exorciste ne meurt sans regret. Aujourd'hui, Maki, au seuil de la mort, pense toujours à Mai. Elle se demande qu'est-ce qu'aurait été la vie si Mai était toujours à ses côtés. Elle se demande est-ce qu'elle a fait le bon choix. Perdre Mai au prix de la puissance, est-ce que ça en valait la peine? Maki met en garde Tsurugi, lui affirmant que le sacrifice de ceux qu'on aime mène souvent au regret. Il ne doit pas être aveuglé par la puissance. Maki fond alors en larmes et Tsurugi lui demande de ne pas pleurer. De retour au présent, on voit Tsurugi ayant une énorme entaille au torse. Maru lui demande pourquoi. En effet, juste avant de porter son coup, Tsurugi a lâché son épée. Il a délibérément refusé de gagner son affrontement contre Maru. Tsurugi avait pour but de permettre à Yuka, sa petite sœur, de vivre en paix le temps qui lui reste. Mais au dernier moment, il s'est rendu compte que si cet objectif le contraint à tuer son ami, peut-être que ce n'est pas la bonne chose à faire. Maru ne comprend pas. Quel est le lien avec la justice? Et Tsurugi répond que malgré tout, il reste un gosse. Et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais Yuka et Tsurugi ont 16 et 17 ans. C'est des adolescents que le gouvernement japonais envoie combattre. Cet acte de Tsurugi chamboule complètement Maru, qui remet tout en question. Qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il s'en veut d'avoir infligé ça aux Terriens et à ses amis, Yuka et Tsurugi. Il se demande où est leur place à lui et les siens. Cette planche est bien entendu un parallèle direct avec le Yuji de l'arc Shibuya. À cet instant, l'esprit de Rika fait son apparition devant Maru. Le chapitre nous ramène ensuite à l'affrontement Makora vs Dabura. Et je crois bien les amis que Dabura est l'exorciste le plus talentueux que ce verse n'ait jamais connu. C'est le génie par excellence. La roue de Makora se met à tourner à toute vitesse, mais il ne s'adapte pas au nouveau sort de Dabura ou à son énergie occulte. Makora s'adapte à l'existence même de Dabura. Makora est trop cheaté quand même. À cet instant, Dabura fait un signe de main pour l'extension du territoire. Ombre et lumière, rupture des frontières. Son extension est juste magnifique. Et c'est fou qu'il ait pu la développer dans ce contexte. Ce n'est pas la première fois cependant. Rappelez-vous que Mahito avait développé son territoire contre Nanami et Yuji. Les vrais guerriers sont stimulés lorsqu'ils combattent. Et c'est le cas de Dabura. Son potentiel s'éveille et s'affirme face à Makora. Le chapitre nous ramène alors au vaisseau des Luméliens, où Maru et Yuji se rencontrent. Yuji voit un Kalian
viennent pour la première fois. Mais il savait déjà des choses à leur sujet grâce à Todo qui lui a fourni des informations. Maru explique alors qu'ils ont emmené avec eux le Kalien le plus vieux de Simuria. Yuji demande à Maru pourquoi l'avoir invoqué ici. En effet, grâce à son sort Harmonie, Maru a téléporté Yuji à lui car c'est un élément essentiel pour réaliser son objectif. C'est ce que Maru avait fait pour retrouver Tsurugi dans le premier chapitre. Maru veut instaurer l'harmonie entre les terriens et les Simuriens. Par conséquent, il veut créer un monde sans fléau. Et il a besoin de Yuji dans cette démarche. Yuji déclare que c'était le rêve de Yuki, celle qui a pris soin de son grand frère Chozo. Il est partant pour réaliser cette mission. Il transmet à Maru les recherches de Yuki sur l'âme. Maru explique qu'il veut utiliser l'énergie du Muru qui compose le Nonax et la bague de Yuta contenant une énergie occulte immense pour lancer un sort qui pourra affecter toutes les personnes présentes sur Terre pour empêcher que le flux d'énergie occulte crée des fléaux. Yuji sera le représentant des humains dans cette mission en tant que le plus fort. Le plan de Yuki sera ainsi réalisé. Plus de fléaux sur Terre. C'est beau parce qu'avec Modulo, Akutami est en train de proposer une réelle conclusion. Le sort de Maru a jugé un autre personnage important pour son objectif. Il se situe dans le passage emprunté par toutes les âmes terriennes. Et c'est ainsi qu'on retrouve Mahito. Le chapitre 22 poursuit donc avec les retrouvailles entre Mahito et Yuji. La manière dont Yuji prend de haut Mahito, c'est tellement hilarant. Maru et Yuji élaborent donc leur plan pour supprimer les fléaux. L'idée est de restructurer les âmes des Japonais pour qu'elles ne créent plus de fléaux grâce au sort de Mahito renforcé avec le Muru et l'énergie occulte de la bague de Yuta. Yuji explique que Mahito n'est pas du genre à obéir gentiment. Mais Maru rétorque que Mahito doit être exorcisé. C'est juste son sort qui est utile. Un peu à la manière dont Kenjaku l'avait utilisé. C'est marrant parce que Maru et Yuji parlent comme si Mahito n'était pas là. Bro n'a aucune aura. Yuji déclare qu'il a peur de tuer Mahito par inadvertance. Mais Maru explique qu'en ce lieu, la route des âmes, personne ne possède de corps physique à part eux. Par conséquent, un combat ne se solde pas par la mort, mais par la défaite et la servitude. Yuji s'abaisse alors au niveau de Mahito et lui demande: alors, tu veux te battre? Si ça c'est pas du rage bait. Mahito enrage que Yuji le prenne de haut comme ça. Il recrée l'environnement de Shibuya et attaque Yuji avec son sort. Je trouve ça très intéressant car après toutes ces années, c'est comme si Mahito n'avait pas évolué. Mentalement, il est toujours à Shibuya. Il rumine concernant sa défaite depuis des décennies, alors que Yuji face à lui a avancé au-delà de ces événements depuis bien longtemps. Mahito remarque que l'intégralité de ce qui se trouve autour de lui est composée d'âmes. Par conséquent, tout l'environnement peut être la cible de son sort. Mahito s'empresse alors d'activer son extension du territoire pour toucher l'âme de Yuji. Mais c'est un énorme flop. Mahito ne finit même pas son incantation et sa langue et ses doigts sont tranchés instantanément. On assiste ensuite à l'une des attaques occultes les plus impressionnantes depuis le début de Jujutsu Kaisen. Alors que Yuji a encore ses mains dans ses poches, il tranche littéralement tout l'environnement. Yuji envoie des slashs qui tranchent dans toutes les directions de manière simultanée. Si ce que Sukuna a envoyé à Kashimo était impressionnant, ce que Yuji vient de faire sans incantation, sans signe de main, c'est tout bonnement époustouflant. En vrai, tentons d'analyser davantage la scène pour comprendre à quel point cette attaque de Yuji est hors norme. Dans le chapitre 130 de Jujutsu Kaisen, on nous apprend que Mahito a la capacité d'activer son territoire plus rapidement que les autres fléaux de rang S et exorcistes. Il combine deux étapes en une. Il était persuadé de pouvoir tuer Yuji avant que Sukuna ne fasse son apparition. Mais dans ce chapitre de Modulo, Yuji l'empêche de déployer son territoire avant même qu'il n'ait le temps de réagir. La réactivité de Yuji doit être étudiée car c'est juste inhumain. Comme il l'avait annoncé, peu importe la forme, le nom et la tournure, il tuera toujours Mahito. Après cette humiliation, Yuji s'approche et demande à Mahito: attends, tu étais si faible que ça? Non, là c'est trop de la hagra. En vrai, Yuji et Mahito ne sont plus sur la même planète. Si durant l'arc Shibuya, ils étaient rivaux, au même niveau, et bien aujourd'hui, Yuji ne peut que regarder de haut Mahito. Il me fait limite penser à Sukuna, lorsque Mahito a eu l'audace d'enfermer Yuji dans son territoire. Les calamités les plus forts ne voient Mahito que comme un faiblard. Mahito est donc hors d'état de nuire, et il peut être utilisé pour réaliser l'objectif final. Yuji revient alors sur cet objectif, faisant référence à la vision de Yuki. Les fléaux existent car les humains libèrent de l'énergie occulte par les émotions négatives. Yuki proposait deux solutions. La première est de retirer complètement l'énergie occulte présente dans les humains. Et la deuxième option est de faire de tous les humains des exorcistes. Comme ça, ils pourront contrôler leur flux d'énergie occulte. Mais ces deux scénarios peuvent créer d'autres gros problèmes. Yuji pointe du doigt que l'option numéro 2 n'est pas vraiment viable. Le mal causé par les fléaux deviendra un mal créé par des exorcistes.
tout simplement. Et en vrai, c'est assez logique. S'il y a que des exorcistes, c'est littéralement armés de pouvoir, les criminels et les personnes aux mauvaises intentions. L'option numéro 1, celle de retirer l'énergie occulte de tous les êtres humains, paraît plus appropriée. Yuji demande à Maru pourquoi il veut impliquer les Simuriens dans son sort. Ils ne sont pas responsables de l'apparition des fléaux pourtant. Et Maru explique que si les Simuriens veulent être acceptés sur Terre, ils ne peuvent pas posséder un avantage considérable sur les humains. Pour éviter des conflits futurs, les deux peuples doivent être au même niveau. Mais d'un coup, Yuji évoque l'aspect problématique de ce qu'ils sont sur le point de faire. Il déclare que leur plan est un crime très grave. Tout le monde ne veut pas que l'énergie occulte soit supprimée sur Terre. Surtout aujourd'hui, sachant que les gouvernements ont investi énormément pour que l'énergie occulte devienne une nouvelle source d'énergie dans le monde. Maru remet alors en question cette décision. Mais Yuji affirme qu'il faut qu'il le fasse. Yuji déclare que c'est un pari à prendre. Il révèle qu'il vivra encore pendant 300 ans à peu près. C'est à lui de prendre ce genre de décision et il paiera les pots cassés s'il le faut. Yuji se demande cependant si sans énergie occulte, il restera jeune. Mais Maru lui affirme qu'il ne touchera pas aux générations actuelles, il va priver les générations futures et les non-exorcistes. Le chapitre se termine sur Yuji qui déclare que même si Maru effectue son plan, des fléaux pourraient toujours apparaître. Mais pourquoi Yuji annonce-t-il cela? Eh bien, la proposition de Maru cible le Japon. Le Japon est l'épicentre de l'énergie occulte. C'est l'endroit où les humains en sécrètent le plus, mais il existe quand même des flux d'énergie occulte dans le reste du monde en plus petite quantité. Ces flux d'énergie occulte dans le monde peuvent parfois être à l'origine de la création de fléaux très puissants. Un exemple est le fléau que Kenjaku avait utilisé face à Yuki. C'est un fléau de rang S qui a émergé en Inde. Par conséquent, la seule solution durable serait de retirer l'énergie occulte de l'humanité tout entière et de ne pas cibler uniquement le Japon. Mais est-ce vraiment possible? Yuji explique qu'en réalité le sort de Maru restructurera l'âme des Japonais afin qu'elle soit semblable à celle des humains du reste du monde. Les Japonais ne vont pas arrêter totalement d'émettre de l'énergie occulte. Ils vont simplement émettre de plus petites quantités, créant beaucoup moins de fléaux. En effet, le corps des Japonais, s'il n'émet plus du tout d'énergie occulte, peut être en danger. En fait, il faut voir l'énergie occulte comme quelque chose de naturel. C'est quelque chose qui est obligé de se déployer pour la santé des humains. C'est comme faire caca. Si vous faites plus caca, vous êtes en danger. Les seuls corps qui n'émettent pas du tout d'énergie occulte sont ceux des individus possédant une restriction innée. Mais la particularité de ces individus est qu'ils sont nés ainsi. Par conséquent, ils possèdent un corps renforcé pour pallier ce manque. Le plan de Maru et Yuji va juste diminuer drastiquement le nombre de fléaux, mais pas annihiler complètement leur existence. Mais du coup, ça pose un nouveau problème. Parce que s'il existe des fléaux, mais qu'il n'y a pas d'humains maîtrisant l'énergie occulte pour les exorciser, autant dire que c'est la sauce pour l'humanité. Mais Yuji déclare qu'il s'occupera de ce problème. Les naissances de fléaux se compteront sur les doigts d'une main et il sera là pour s'assurer que l'équilibre des forces penche du côté des exorcistes. Yuji doit vivre encore longtemps, par conséquent, il explique qu'il accompagnera la prochaine génération. Mais Maru interrompt Yuji car il a encore des doutes. Il explique que l'objectif est de mettre fin au conflit entre les Luméliens et les exorcistes. Mais s'il existe toujours des fléaux que les Luméliens considèrent comme des Kalians, eh bien il y aura toujours divergence. Les Kalians sont des êtres divins pour les Luméliens. Et pour une raison qu'on ignore, les fléaux sont perçus comme des Kalians par les Luméliens. Si les humains souhaitent les tuer, eh bien les Luméliens s'y opposeront. Et on revivra la même histoire encore et encore. Mais Yuji a une idée. Il suggère à Maru d'étendre sa technique sur les fléaux également. Yuji se demande pourquoi les Kalians attaquent certaines personnes et pas les Luméliens. Maru regarde alors profondément dans l'âme d'un Kalian et il s'aperçoit de quelque chose. La couleur de l'âme des fléaux est similaire à celle des Kalians et des Luméliens. Voilà pourquoi ces trois sont liés. Ils sont différents, mais ils ont la même couleur d'âme. Maru décide alors de cibler avec son sort ce lieu où il se trouve actuellement, là où toutes les âmes terrestres passent. Ce lieu deviendra un lieu de ramification d'âmes. Il permettra de retirer leur couleur, d'arranger leur forme et de supprimer autant que possible l'énergie occulte. Le chapitre nous ramène ensuite à Dabura vs Makora. Ah en fait non, Gege nous fait encore souffrir. Après le combat Akari Uraome qui nous est passé sous le nez, le combat Makora Dabura est complètement off-screen. Maru a interrompu l'affrontement pour empêcher la mort de Yuka. Il s'excuse auprès de Dabura. Ce dernier explique que ce n'est pas grave et qu'il faisait tout ça pour honorer la volonté de son ami Dura. Il considère que son devoir est désormais accompli. Mais surtout, Dabura peut désormais rentrer chez lui car grâce au pouvoir de Maru, il a pu obtenir les cordes noires lui permettant de libérer sa sœur. Rappelez-vous les fameuses cordes noires dont Uzami parlait, capables d'annuler n'importe quel sort. La sœur de Dabura captive par les Deskunchiens est alors libérée. Maru, grâce à son sort, soigne son frère, Uzami, Yuka et Tsurugi. Il dit au revoir à Yuji et met le plan à exécution. J'espère
j'espère que c'est pas la dernière fois qu'on voit Yuji Prime, mais une question reste en suspens pour moi. Qu'en est-il de Makora? Si Maru a téléporté Dabura, le rituel de Makora n'est pas pour autant interrompu. Quelqu'un doit s'occuper de lui. Est-ce qu'on va avoir un affrontement Yuji vs Makora au prochain chapitre? Yuji disait qu'il s'occupera de nettoyer le bazar à la fin. C'est le seul qui peut gérer Makora en vrai. Franchement, ce serait cool d'avoir cet affrontement, car on pourra enfin bien placer Yuji par rapport à la puissance de Gojo et Sukuna, qui ont tous les deux aussi affronté Makora. Dites-moi en commentaire si vous croyez en cette théorie. De retour au chapitre, Maru désormais doit s'occuper d'en finir avec tous les fléaux. Ensemble, avec son frère, Yuka et Tsurugi, ils coopèrent pour faire le premier pas vers la paix durable, la coexistence entre les exorcistes et les Luméliens. Qu'est-ce que va donner ce nouveau monde réduit de la majorité de ces fléaux et avec une nouvelle génération ne manipulant plus l'énergie occulte? C'était tout pour ce chapitre. Modulo c'est bientôt fini, je crois il reste 2 chapitres, mais je suis persuadé que Gege va continuer à développer cet univers avec d'autres spin-offs. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à vous, restez sur vos gardes et à très vite.